dans certains pays, il faut être psychologue. Donc on ne peut pas utiliser d'outils si on n'est pas psychologue, et c'est dans la loi. Donc voilà, au moins ça c'est clair. Dans d'autres pays comme par exemple la Belgique, Luxembourg, on doit avoir une formation spécifique aux outils pour ne pas faire d'erreurs en les interprétant. Donc on ne doit pas être psychologue, mais il faut avoir une formation spécifique qui permet de les utiliser de la bonne manière et de ne pas faire les erreurs. Donc je pense que c'était très intéressant. Il vaut mieux ne pas utiliser d'outils si on ne se sent pas assez formé que de les implémenter et de faire des erreurs après. Moi, je pense que les expériences les meilleures, je les ai eues en tant que candidat, quand j'avais devant moi quelqu'un qui avait un grand niveau d'empathie. Parce que c'est très délicat comme processus. On peut avoir les compétences, on peut avoir été formé pour utiliser l'outil, mais un feedback qui est donné d'une manière un peu trop directe ou trop brute peut casser la personne et ça peut créer des conséquences. La formation initiale n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Un psychologue du travail va certainement, s'il est bon, pouvoir aller plus loin que quelqu'un qui n'a pas suivi cette formation. Néanmoins, l'expérience peut faire beaucoup aussi. Donc, je suis persuadé que, par contre, lorsqu'on est recruteur, lorsqu'on veut utiliser ce genre d'outils, il faut comprendre l'homme, il faut faire de son mieux pour comprendre la personne qui est en face de soi, pour comprendre et savoir interpréter les tests ou les questionnaires. Et ce que vous disiez est juste. Ce qui est primordial, par contre, c'est d'avoir été suffisamment bien formé et de savoir, et je pense que c'est à chacun de juger, si oui ou non, il se sent apte à utiliser un questionnaire ou un test. Ce qu'il faut garder à l'esprit avant tout, je pense, c'est que quand on a des résultats devant soi, c'est rester constructif. Donc par rapport à la personne qui est en face de nous, même si on sait au moment où on le reçoit que de toute façon il ne sera pas recruté chez nous, il ne convient pas, le but c'est pas de dire écoutez voilà vos résultats, vous avez raté là, vous avez raté là. Je veux dire non, c'est vraiment un but constructif. On sait que quand la personne sort d'ici, c'est important qu'elle se dise bon oui, il y a peut-être des points de développement, il y a peut-être certaines choses où je dois faire attention, mais clairement j'ai un avenir devant moi, quoi. Le but c'est pas de casser les gens, hein, loin de là. D'abord, je crois qu'un tel personnage doit être capable rapidement de mettre en place pendant ces 60 minutes ou 90 minutes de temps que ça prend, de mettre en place une ambiance de confiance. Deuxièmement, d'être empathique. Troisièmement, écouter. Donc l'écoute active, ce n'est pas une compétence qui appartient à beaucoup de personnes. Écoute active. Hein. Moi, je me rappelle toujours lorsqu'on a mis en place chez nous les EDP, la première fois, il y a quelques années, que mon assistante a bien préparé mon dossier, Mani Nicolas, n'est-ce pas, par exemple, avec un petit post-it jaune, où là-dessus, elle avait mis clairement, donc post-it jaune, vous pensez à laisser parler l'autre. Elle aurait aussi pu écrire la ferme, n'est-ce pas? Mais vous comprenez. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que, notamment quand ce sont des rapports aussi épais soient-ils et aussi intéressants soient-ils, c'est jamais que le résultat d'une machine. Et que l'important pour le débriefing ou le débriefeur, c'est qu'il soit capable d'apporter de la valeur ajoutée à ce qu'une machine a été capable de sortir. Sinon, il ne sert à rien.